C'est pour outiller les futurs cadres du pays pour leur employabilité dans tous les secteurs que l'Association des jeunes étudiants et diplomates de Guinée, AGEDIG, a organisé cet échange d'idées avec le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle ce samedi dans la salle de fête de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Le marché de l'emploi dans la Guinée post-Ebola, c'est le thème retenu par l'AGEDIG. Il mérite d'être signalé qu'à l'amont du problème d'emploi, il est indispensable de résoudre celui de la formation, qui doit non seulement être de qualité, mais aussi en adéquation avec les différents secteurs de développement du pays pour le bien-être de notre peuple. Former ces étudiants à la base afin qu'ils soient opérationnels sur le marché du travail et créer de l'emploi sont les priorités d'Albert Damantan Camara. La loi sur le recrutement de travailleurs étrangers en République de Guinée n'a jamais été modifiée depuis qu'elle a été créée dans les années, on va dire 60 ou 70. Donc il était nécessaire qu'on refonde, qu'on remodule, qu'on reformule certains thèmes de cette loi, pas pour décourager les investisseurs étrangers, mais en même temps qu'on leur permet de venir investir, permettre à ce que les jeunes Guinéens que vous êtes soyez formés pour occuper des postes qu'actuellement un certain nombre d'experts étrangers occupent parce que vous n'êtes pas suffisamment formés. Donc la nouvelle loi que personnellement, mon département a favorisée, c'est une obligation pour les entreprises étrangères qui viennent en Guinée de former les Guinéens aux postes pour lesquels ils emploient des experts étrangers, de manière à ce qu'au bout de maximum 4 ans, les Guinéens soient capables d'occuper ces postes. Pour le président de l'AGEDIG, sa structure s'engage à relever les défis qui leur attendent. Dans le souci vraiment de rendre l'employabilité une chose concrète, parce que les jeunes pensent que vraiment le problème d'emploi est devenu un cas de fatalité, un problème vraiment irrésolvable. Alors nous, les étudiants, on a jugé nécessaire de prendre notre destin en main, de venir vers non seulement les autorités gouvernementales, vers les chefs d'entreprise, vers toute personne vraiment qui peut nous aider pour leur prouver que cette jeunesse-là, qui est là, cette jeunesse qui veut être employée, cette jeunesse veut la formation surtout. L'Association des jeunes étudiants et diplomates de Guinée, œuvrant pour l'émancipation des nouvelles générations en quête d'emploi, se dit ouvert à toute opportunité qui leur seront octroyées. Tenue ce samedi, l'Assemblée générale de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, à son siège à Amdalaï Minière. Les militants et sympathisants du parti ont massivement répondu à l'appel. Au cours de cette rencontre, beaucoup de points étaient à l'ordre du jour. Entre autres, la mobilisation des militants pour la prochaine marche, la réaction du parti face aux propos du président de la République, le professeur Alpha Condé, depuis les États-Unis, El Hadji Seydou Dalein Diallo. Comme M. Alpha Condé ne veut pas le dialogue, le veut-nous. Au moment où la communauté internationale se démêle pour trouver les moyens de rassembler les Guinéens, au moment où même ici, à Conakry, certains de ces ministres essaient de travailler pour le dialogue, de Washington, il déclare qu'il n'a pas besoin de dialogue, que les élections communales n'auront pas lieu avant la présidentielle. Alors, c'est un défi. Ce n'est pas un homme de dialogue, ce n'est pas un démocrate, c'est un dictateur pur et dur, un stalinien. Dans son intervention, il réitère l'engagement du parti pour la prochaine sortie de l'opposition républicaine. Il faut que la manifestation de lundi soit aussi un succès plus éclatant que celui que nous avons enregistré lors des manifestations de lundi et de mardi passé. Et le jeudi, c'est l'ensemble de la Guinée qui va se lever pour dire qu'on n'est pas d'accord, pour exiger la démission d'Alpha Condé parce qu'il ne veut pas respecter les lois de la République, parce qu'il ne veut pas... Plus loin, il rend responsable des crimes commis pendant ce régime deux grandes personnalités du pays. Et il n'y a que deux responsables des crimes qui sont commis ici aujourd'hui, c'est Bakary Fofana et Alpha Condé. Ils répondront devant l'histoire. Vous avez dit qu'avant de partir, Alpha Condé a donné des instructions fermes de réprimer dans le sang nos manifestations pacifiques. Et naturellement, la police, malgré nos appels, la police a appliqué les instructions. Elle a tiré sur nos jeunes. Ils ont frappé nos femmes. Ils ont malmené les vieux lors de ces manifestations.
mais la jeunesse a résisté comme d'habitude. Au regard de tout ce qui se passe dans la sphère politique guinéenne, à quoi peut-on s'attendre, le bas peuple? La synergie d'action de la société civile pour la paix a rendu public le rapport partiel de ces séries de consultations avec les acteurs politiques de la place ce samedi à Conakry. Cette plateforme de la société civile a tenu à écouter les protagonistes de la crise politique que traverse le pays afin de proposer des ébauches de sortie de crise. Pourquoi on se réjouit fondamentalement en tant que synergie d'action de la société civile pour la paix, c'est qu'on a été totalement satisfait de la prédisponibilité de l'ensemble des acteurs politiques de ce pays à maintenir la paix, la quiétude, n'est-ce pas, et la stabilité. Ça, c'est une satisfaction personnelle, disons, de la part de la synergie d'action. Mais aussi, on s'est félicité de la part des partis politiques par rapport à l'acceptation de l'idée que nous menons, le combat que nous menons aujourd'hui, qui est à la recherche de la paix et de la stabilité dans notre pays. Face à la crispation politique émaillée de manifestations, la synergie d'action de la société civile pour la paix se dit confiante quant à la tenue d'un dialogue. Oui, mais le discours du président de la République tenu à Washington lors de sa conférence de presse, c'est un discours, bon, chacun a analysé de sa manière. Et moi, je ne fais pas un jugement de valeur par rapport à ce discours, mais moi, ce que je cherche, je sais que le discours s'est tenu, j'ai écouté, j'ai suivi honnête. Mais moi, pour moi aujourd'hui, la question qui m'intéresse aujourd'hui, essentiellement, c'est comment faire venir la paix dans le pays, comment faire en sorte que les acteurs se mettent autour d'une même table et qu'on parle des élections, on parle de la Guinée, et comment une élection doit se tenir pour qu'il n'y ait plus d'effusion du sang par rapport à ça. Qu'à cela ne tienne, l'opposition et le pouvoir sont au coude à coude, exposant leurs divergences au grand jour. La Jeune Chambre internationale de Guinée a organisé un championnat national d'art oratoire et de débat pour ses organisations membres ce samedi à Conakry. Elles étaient au total 9 chambres locaux à prendre part à cette compétition présidée par le lion Georges Gandhi Faragé Tunkara. Je veux vous encourager, vous féliciter, vous dire tout mon soutien, mais aussi vous dire toute ma prière à ce que ce concours se déroule dans un esprit fraternel, unitaire et constructif. Pour le président local 2015 de la JCI Conakry Trésor, le championnat permettra d'avoir des représentants à la compétition internationale d'Accra. La Jeune Chambre internationale a pour mission de former les leaders de demain. Ceci étant, compte tenu du rôle et de la place de la communication dans le leadership, nous avons jugé utile non seulement de former nos membres à l'art de communiquer, au savoir communiquer devant la masse. Et c'est une opportunité pour les jeunes leaders de démontrer leur aptitude et leur capacité à communiquer devant la masse. Ce candidat se dit confiant et rassure que la Guinée fera honneur lors des Jeux internationaux. Aujourd'hui, le motif qui me pousse plus à aller de l'avant dans le cadre de ce concours, c'est d'aller hisser le drapeau national au congrès mondial de la Jeune Chambre pour annoncer au monde entier que la Guinée est présente. Je suis plus que déterminé. C'est mon rêve le plus fou qui se réalise, que je souhaite à travers la délibération du jury, que j'aurai l'occasion de participer pour représenter mon pays. À noter que ce championnat national d'art oratoire et de débat de la JCI Guinée 2015 coïncide avec l'organisation du centenaire de l'organisation prévue au Japon. L'ONG Jeunesse Unie pour l'évolution de la Guinée, en abrégé JEUNEG, a organisé ce samedi une journée dénommée Journée de solidarité. C'est autour de ce thème que la jeunesse du quartier Yataya, secteur Fula-Madina, a décidé de lutter à sa manière contre le virus Ebola. Et ce, à travers la distribution de kits sanitaires. Pour son vaillant président, c'est le début d'une série de participations au développement de leur quartier et du pays. Nous avons initié ce projet dans le cadre de venir en aide aux jeunes de Fula-Madina, aux sages de Fula-Madina, dans le cadre de la lutte contre Ebola. On a fait un don de 20 kits sanitaires
de 20 cartons de savon et de 20 cartons de chlore. Nous avons d'autres projets que nous allons, parce que ce projet-là est notre premier projet dont on a intitulé Journée de solidarité. Donc nous sommes à la première phase de cette journée de solidarité. Nous envisageons d'organiser d'autres campagnes de sensibilisation dans toute la commune de Ratoma. Les récipiendaires de ces kits, qui sont entre autres le chef de quartier de Yataya, l'administrateur du marché, le chef de secteur de Fula Madina et les femmes du quartier, se sont dit fiers de leurs enfants. Alors, surtout au moment où mon professeur Alpha Konya, il puissait une sorte de gouvernement. Donc, la Guinée a une reine à Dourdan Carrière à Harima Tandri, à puissait une. Pour la représentante du gouverneur, cet acte singulier à cette jeunesse de Yataya, Fula Madina, est un exemple pour les autres jeunesses du pays. Pour qu'on sensibilise nos amis aussi qui sont là. Dès qu'il y a manifestation en train de lancer des cailloux, en train de gâter les biens des autres qu'on cherchait pendant des années, ils gardent ça pour une personne, à cause de quelque chose qui ne va pas vraiment nous satisfaire et puis qui n'est pas notre avenir. Donc là, ce sont l'avenir de la jeunesse nous-mêmes. Parce que ce que le professeur Alpha Condé est en train de faire aujourd'hui, c'est pour tout un Guinéen. Cette cérémonie a pris fin par des séances de sensibilisation contre la maladie à virus Ebola dans les principales langues. À 40 ans, Jerry Tama est le Benjamin des candidats en lice pour l'élection présidentielle du 25 avril prochain au Togo. Cet ancien officier de l'armée a rendu définitivement sa démission en 2011 pour se lancer ouvertement en politique. Président du parti du Nouvel Engagement pour le Togo, il se propose comme le candidat de l'alternance. Sa stratégie, rassembler tous les Togolais en vue de proposer une nouvelle alternative qui réponde aux préoccupations des populations. Les Togolais, depuis les années d'indépendance, ont toujours été écartelés entre deux logiques aussi excessives l'une de l'autre. Ça a été autrefois le CUT et le CPM. Aujourd'hui, c'est l'UNIR et l'ANC. Le Jerry Tama Dunet a envie de trouver une troisième voie, une voie qui parle au peuple, qui écoute le peuple, et une voie qui comprend que c'est grâce à toutes les énergies qu'on peut transformer ce pays. Face à 4 candidats dont le président sortant, Jerry Tama compte mettre en avant sa jeunesse. En se traçant une nouvelle voie parmi les courants politiques en lice, il se présente comme le défenseur des couches vulnérables, dont les jeunes ou encore les femmes. Nous voulons être la voix de ces personnes-là qui n'ont pas cette capacité de s'exprimer. Les maîtres mots, ça va être la proximité, la rupture, ça va être bien entendu l'emploi des jeunes, la protection des personnes vulnérables. Que ce soit les retraités, que ce soit les gens qui ont des maladies chroniques. Le candidat du Nouvel Engagement pour le Togo se focalise sur 15 axes principaux, notamment la gouvernance de proximité, la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles, la santé, l'accès des populations à l'eau potable, ainsi que la décentralisation. S'il est élu au soir du 25 avril, Jerry Tama se propose de composer un gouvernement de transition qui se chargera de conduire le pays vers les réformes escomptées. Une attaque qui visait directement la mission de maintien de la paix de l'ONU, la MINUSMA, et ceux qui, parmi les civils, ont choisi de travailler avec elle, selon nos informations, au sein de la MINUSMA. Le mode opératoire indique clairement que ce n'est pas une action crapuleuse de grand banditisme, comme c'est aussi souvent le cas dans le nord du pays, mais plutôt donc une action djihadiste qui n'a pas été revendiquée pour l'instant. Les 3 camions logistiques ont donc été arrêtés par 2 hommes armés qui circulaient à moto vers 19h hier soir sur un axe routier important, puisque c'est l'axe principal qui relie le centre du pays à cette ville de Gao. Selon les premiers témoignages, les chauffeurs ont été agenouillés près de leur véhicule avant d'être abattus par les attaquants. Les autres passagers, des apprentis vraisemblablement, ont réussi à prendre la fuite, mais au moins un d'entre eux, selon nos informations, a été blessé par balle. Tous ont pu être récupérés par les soldats maliens et emmenés à Gao. Une patrouille des casques bleus a lieu en ce moment dans cette zone. C'est la deuxième attaque importante contre l'ONU en 3 jours dans la région. Mercredi, un kamikaze a tenté de forcer l'entrée d'un camp de la MINUSMA à Ansongo, cette fois-ci au sud de la ville de Gao. Le véhicule a explosé et tué 3 civils. Il en a blessé 7 autres. 9 casques bleus du Niger ont aussi été blessés. Action revendiquée depuis
par la brigade Al-Mourabitoun de Mokhtar Belmokhtar, brigade responsable également, on s'en souvient, de l'attaque meurtrière de la rue Princesse dans la capitale au début du mois de mars. Début de l'enregistrement des candidatures pour les élections provinciales et celles des conseils communaux en République démocratique du Congo. Prévu le 25 octobre 2015, ces scrutins seront les premiers d'une série de 6 élections jusqu'à la présidentielle de la fin 2016. Au moment où les débats sur le respect du calendrier électoral deviennent de plus en plus vifs, le président de la CENI, l'abbé Malo Malo, se veut rassurant. Ce calendrier est exécutoire pour tout le monde. Donc, à partir de là, il n'y a pas à dire est-ce que c'est l'opposition, est-ce que c'est la majorité ou est-ce que c'est la société civile? Nous sommes là pour exécuter le calendrier de la CENI. Nous allons vers des élections et nous les espérons apaisées. Malgré cette volonté, le processus enregistre déjà ses premiers retards. La question du financement de ces scrutins de plus d'$1 milliard se pose avec acuité. Pour l'opposition, un report des locales s'impose afin d'éviter de retarder tous les autres scrutins. Dans l'état actuel, organiser les élections en RDC, c'est impossible, c'est un calendrier irréaliste. C'est pourquoi nous, au niveau de la démocratie chrétienne, nous avons estimé bon qu'on commence d'abord par l'organisation des élections présidentielles et législatives. Et après, maintenant, avec le nouveau président qui viendra, on verra comment organiser les autres élections. Parce qu'il y a un problème de financement, il y a un problème technique, et moi, je trouve ça vraiment anormal que la CENI s'entête pour commencer déjà à recruter ou à recevoir le candidat aux élections municipales et puis provinciales. En guise d'appui aux autorités, la Conférence épiscopale nationale du Congo a mis sur pied un programme de formation de plusieurs milliers d'observateurs pour superviser l'ensemble du processus électoral. Alors la ministre française de la Culture, Fleur Pellerin, a procédé, je dirais, au cœur de cette visite dans la capitale tunisienne, puisqu'elle s'est rendue au musée du Bardo, au cœur de la capitale, le plus grand musée de la ville, un mois après cette attaque qui a fait 22 morts, dont 21 étrangers, 21 touristes. Donc ce moment s'est passé bien autour d'une convention qui a été renouvelée entre d'une part le musée du Louvre à Paris et puis le musée du Bardo, qui est articulé particulièrement autour de la restauration d'œuvres avec une expertise qui est apportée donc par le musée du Louvre au profit du musée du Bardo. Plus tôt dans la journée, il y a effectivement, et vous en avez parlé, cette visite au palais présidentiel où Fleur Pellerin a été reçue par le président Essebsi, et il l'a dit, on l'a entendu, c'est important d'avoir des amis, c'est important d'avoir des amis dans ces périodes-là. Quelle est l'ambiance à Tunis justement un mois après cet attentat du Bardo ? Alors je vais à nouveau citer le président tunisien qui disait nous sommes anxieux avant cette saison touristique. C'est un élément majeur, un élément très important de l'économie tunisienne, c'est le tourisme qui représente selon les chiffres 7%, parfois même plus du PIB national, qui fait vivre de très nombreuses familles. Il y a une petite anxiété de voir si les touristes vont être effrayés par cette attaque ou s'ils vont tenir pour certaines promesses qui ont été faites notamment en ligne, ces personnes qui ont posté « je serai en Tunisie », donc ils veulent savoir si effectivement les touristes vont revenir. C'est un élément essentiel. Alors certaines mesures concrètes ont été prises, notamment avec un encouragement pour les hôtels, pour les structures hôtelières et touristiques à s'équiper notamment de portiques pour détecter des métaux. Et puis il y a donc tout ce volet-là de renforcement de la sécurité. Puis l'autre, les Tunisiens espèrent jouer sur leur réputation d'être un pays accueillant qui a une grande expérience du tourisme. 16 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué pour les sous-secteurs de l'hydraulique et de l'assainissement dans la région de Kaffrine au Sénégal. L'annonce a été faite par le président Macky Sall lors du dernier conseil ministériel décentralisé du mois d'avril. Cette action du gouvernement s'inscrit dans le cadre du programme d'investissement public. Le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement est essentiel pour cette région à vocation agricole et pastorale. L'objectif de cet investissement entre dans le cadre de la relance agricole nationale qui vise l'autosuffisance alimentaire. Pour accompagner cette initiative, le programme d'urgence de développement communautaire, estimé à 14 milliards 795 millions de francs CFA, a été annoncé dans cette région de 136 villages. Alors, Kaffrine fait partie de ce qu'on appelait à l'époque le bassin arachidier. C'était la grande région de Kaolack. Et aujourd'hui, Kaffrine a les 2 tiers.
Donc, elle doit pouvoir être en mesure aujourd'hui de permettre d'atteindre les objectifs considérés dans le PRACA, c'est-à-dire le programme d'accélération de l'autosuffisance alimentaire. Et de ce programme aussi, vous avez les fermes Natangué qui ont été mises sur place dans cette zone-là. On va pouvoir bénéficier de ce programme des fermes Natangué, c'est-à-dire que l'État aide à 50% à des jeunes qui veulent s'installer dans le domaine agricole. La région de Kaffrine fait partie des 5 plus grandes régions du Sénégal avec une superficie de 11 492 km². Érigée en région en mars 2008, Kaffrine est dotée d'une grande capacité agricole et pastorale. L'arachide, première production agricole du Sénégal, dépasse la barre de 700 000 tonnes par an. Mais les efforts du gouvernement concernent l'ensemble des secteurs de la vie quotidienne. Plus de 5 milliards de francs CFA pour l'éducation et la formation, 13 milliards de francs CFA pour la santé, 3,5 milliards de francs CFA pour le sport et 447 millions de francs CFA consacrés à la promotion des activités menées par les femmes. Ces mesures qui s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de développement économique et social pour la période 2013-2017 sont au centre de la politique du plan d'action prioritaire de l'émergence du Sénégal. Devant la banque de Kaboul, des lambeaux de chair, des mares de sang. Cet homme tente d'éloigner un enfant de la scène d'horreur. Eux aussi sont grièvement blessés. Les gens retiraient leur salaire à la banque quand il y a eu une explosion. J'ai vu beaucoup de morts. Les ambulances ont mis du temps à arriver. Plusieurs personnes ont succombé à leurs blessures. Des ambulances bondées et un hôpital débordé. Ce samedi, les fonctionnaires militaires faisaient la queue pour récupérer leur salaire à la banque. L'attentat a donc fait un maximum de victimes. J'arrive tout juste de Kaboul. Quand je suis sorti de la voiture, j'ai entendu une explosion, puis une autre. Une seconde bombe a été découverte dans les environs, mais la police l'a fait exploser avant qu'elle ne puisse faire d'autres victimes. L'attaque a été condamnée par les talibans, mais elle est revendiquée par des djihadistes qui ont fait allégeance au groupe État islamique. Alors que la saison des combats reprend en Afghanistan et que la mission de l'OTAN doit bientôt prendre fin, les forces afghanes sont désormais en première ligne face au terrorisme. L'armée iranienne en pleine démonstration sous l'œil d'Hassan Rouhani. Comme chaque 18 avril, à l'occasion du jour des forces armées, elle défile dans la capitale du pays. La célébration intervient cette année dans un contexte de vive tension entre Téhéran et Riyad au sujet du conflit au Yémen. S'adressant en direct à la télévision nationale, le président iranien n'a pas manqué de tacler son rival régional. Vous avez semé la haine dans le cœur des gens de cette région et vous en verrez les conséquences tôt ou tard. À quoi sert de bombarder les innocents et les opprimés du Yémen? Quel est votre objectif? Vendredi, l'Iran a présenté un plan de paix en 4 points aux Nations Unies. De son côté, l'Arabie Saoudite mène depuis 3 semaines des raids aériens au nom de la coalition arabe. Son objectif, tenter de contrôler l'avancée des rebelles chiites houthis qui contrôlent déjà des pans entiers du territoire yéménite. Sur le terrain, la situation humanitaire ne cesse de se détériorer. Désormais, ils sont plus de 7 millions à subir de plein fouet les conséquences de la guerre. L'ONU a donc demandé un plan d'urgence de près de 250 millions d'euros pour venir en aide aux populations civiles. Une somme que Riyad s'est engagé à prendre entièrement à sa charge.